Bienvenue dans Le Monde selon l'IFRI, un podcast de l'Institut français des relations internationales. Je suis Marc Ecker, directeur exécutif de l'IFRI et rédacteur en chef de la revue Politique étrangère. L'objectif de ce podcast est de vous donner un aperçu de la richesse de la production de l'IFRI et de transmettre des clés de compréhension du monde dans lequel nous vivons. Pour cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Marie Guéhenno, qui est professeur à l'université Columbia et qui vient de contribuer au numéro spécial de Politique étrangère, publié à l'occasion du 90e anniversaire de la revue. Son article a pour titre « Réflexion sur l'assombrissement du monde ». Vous avez occupé les fonctions de secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des opérations de maintien de la paix. Comment expliquez-vous la marginalisation actuelle des Nations Unies ? Je crois qu'il y a plusieurs raisons à cela. Il y a d'abord la première, la plus évidente, c'est évidemment le contexte international. Le Conseil de sécurité, c'est un peu le conseil d'administration de l'ONU. Si les membres du Conseil de sécurité n'ont pas d'accord, on ne voit pas comment l'ONU peut fonctionner de façon efficace. Et on voit bien que pendant la guerre froide, par exemple, l'ONU a joué un rôle assez limité. Et c'est après la fin de la guerre froide que, brusquement, les opérations de maintien de la paix se sont multipliées, l'ONU est venue sur le devant de la scène. Encore qu'elle avait quand même joué un rôle pendant la guerre froide. Enfin, on n'est pas là pour en discuter. Donc, il y a cette situation-là, internationale, avec une division profonde qui, au début, n'a affecté que les sujets qui étaient directement importants pour la Russie. Par exemple, l'Ukraine, évidemment, on ne pouvait pas se mettre d'accord sur l'Ukraine. Aujourd'hui, on voit que, malheureusement, le blocage s'étend de plus en plus à des sujets qui sont pas, où les intérêts des grandes puissances ne sont pas directement concernés. Et néanmoins, on voit qu'il y a des blocages, parce que chaque sujet est pris en otage de ces bagarres stratégiques. La deuxième raison, c'est le secrétariat général des Nations Unies. Et ça, je le dis avec une certaine tristesse et inquiétude. Je crois que pour que l'ONU fonctionne, il faut qu'elle ose prendre des risques. Que quand l'ONU analyse trop, et c'est vrai que quand on analyse aujourd'hui, on s'arrache les cheveux et on peut être assez désespéré en se disant « Moi, m'engager sur l'Ukraine, Poutine ne veut pas de paix, on ne va aller nulle part. M'engager sur Israël et la Palestine, avec le gouvernement israélien tel qu'il est, avec les attentats terroristes du Hamas, que voulez-vous que je fasse ?» Donc, c'est vrai que sur beaucoup de sujets, on peut se dire à quoi bon ? Mais moi, je suis de ceux qui pensent que de temps en temps, il faut savoir prendre des risques, avec le risque évidemment d'échouer, mais que pour la communauté internationale, une ONU qui s'engage, même si elle ne réussit pas, c'est un élément important parce que c'est comme une sorte de boussole, de compas qui donne un cap. Et je crois que là, l'ONU est un peu déficiente. Alors, bon, on va élire un nouveau secrétaire général d'ici la fin de cette année. Je remarque que les secrétaires généraux qui ont le plus marqué l'histoire de l'ONU sont Dag Hammarskjöld et Kofi Annan. Et que ni l'un ni l'autre n'ont été élus, si je puis dire, pour de bonnes raisons. C'est-à-dire que Dag Hammarskjöld, le premier secrétaire général de l'ONU, était un assez mauvais administrateur, et l'ONU, qui était encore toute jeune, était dans il y avait pas mal de pagaille, disons, d'après ce qu'on m'a dit. Et donc, les 5 membres permanents, même si on était déjà dans la guerre froide, se sont dit quand même, on ne veut pas laisser le bébé qui est encore l'enfant tout jeune qu'on a créé à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on ne peut pas le laisser s'étioler et mourir comme ça prématurément. Et donc, ils se sont dit, on va nommer un secrétaire général, un Suédois qui est un bon fonctionnaire, qui va mettre un peu d'ordre dans ce secrétariat, qui va nous administrer cela. On ne l'a pas nommé parce qu'on se disait que ce serait un esprit indépendant qui prendrait des initiatives politiques. On l'a nommé comme un administrateur, comme un secrétaire plutôt que comme un général. Et puis, il s'est révélé être beaucoup plus que cela. Et Kofi Annan, c'est différent, mais le contexte de l'élection de Kofi Annan, ce sont des États-Unis qui ne pouvaient plus supporter Boutros Ghali parce qu'il avait résisté aux États-Unis dans un certain nombre de situations, notamment en Yougoslavie.
En Yougoslavie, il y avait le mécanisme dit de la double clé, c'est-à-dire que pour que l'OTAN lance des frappes, il fallait l'accord à la fois de l'OTAN et de l'ONU. Et souvent, le secrétaire général refusait de tourner la clé. Et un jour où il était incommunicado, par délégation, Kofi Annan, qui était le patron des opérations de maintien de la paix, qui occupait le poste que j'ai occupé, a tourné la clé. Il a eu raison de le faire, mais évidemment, les Américains ont beaucoup apprécié et se sont dit, Kofi Annan, c'est un fonctionnaire des Nations Unies, il sera respectueux des États membres, il sera à notre main. Et donc, il a été élu, si je puis dire, pour de mauvaises raisons. Et puis, il s'est révélé être beaucoup plus que cela, sachant tenir tête aux États membres comme il le fallait, sachant le faire avec délicatesse, parce que c'est le dilemme de tout secrétaire général. S'il se met à dos les pays les plus puissants, il ne peut rien faire. S'il n'en est que la marionnette, il ne sert à rien. Et donc, trouver cet équilibre entre avoir une épine dorsale et en même temps ajuster, ça, c'est tout le talent d'un secrétaire général. Alors, troisième raison de la difficulté des problèmes actuels de l'ONU, c'est que, d'une certaine manière, comparer l'ONU, même à l'ONU de Kofi Annan ou à l'ONU encore moins à l'ONU de Dag Hammarskjöld, c'est une comparaison peut-être un peu injuste. Parce qu'aujourd'hui, le poste de secrétaire général, indépendamment de la situation internationale, est un poste infiniment difficile à gérer à cause du cycle de l'information, à cause de la manière dont la communication mondiale s'est développée. Même par rapport à ce qui existait il y a 20 ans, on est dans un autre monde. Et donc, un secrétaire général de l'ONU, il doit à la fois être un homme discret, qui sait, en coulisses, prendre des contacts, aider, faciliter les choses, devenir une sorte de point de passage, de passeur de l'information, non pas en trahissant des secrets, mais en établissant la confiance avec un certain nombre de puissants de la planète, qui se tournent vers lui, non pas parce qu'il a beaucoup de divisions, à la fameuse formule de Staline, l'ONU n'a pas de division, n'a pas d'armée. Les casques bleus ne sont pas une armée de l'ONU, ils sont prêtés par les États membres. Mais on se tourne quand l'ONU marche vers le secrétaire général parce qu'on sait qu'il est l'une des personnes les mieux informées du monde, parce qu'il a su bâtir des relations de confiance avec les différents chefs d'État, ministres des Affaires étrangères qui pèsent dans le monde. C'est une partie du job, mais l'autre partie, c'est de maintenir le profil public de l'ONU. Et les deux sont liés parce que les chefs d'État se tournent vers l'ONU s'ils ont l'impression que l'ONU existe. Et donc, c'est là que ça devient très difficile. Parce que pour avoir un profil public, il ne faut pas trop faire dans la nuance. Et dès qu'on commence à dire des choses un peu fortes, on se fâche avec les uns, avec les autres. Donc la tendance naturelle, c'est d'être incolore, inodore et sans saveur. Et à ce moment-là, effectivement, plus personne ne s'intéresse à l'ONU. Et donc la difficulté extraordinaire du métier aujourd'hui, c'est qu'il faut savoir être un personnage public avec un cycle de l'information qui est extrêmement court et en même temps préserver sa capacité de négociation discrète. Et ça, c'est un art qui me semble beaucoup plus difficile à pratiquer aujourd'hui qu'il y a une vingtaine d'années. La marginalisation actuelle de l'ONU, on parle d'ailleurs souvent de crise de l'ONU ou du système onusien, peut-elle aller jusqu'à une forme de mort lente de l'organisation, à l'image de la SDN créée dans l'entre-deux-guerres et qui a vraiment disparu en 1946 ? Oui, elle a disparu en 1946, la SDN, je pense qu'il y avait une guerre mondiale. Donc les organisations, elles ne meurent pas. Elles deviennent effectivement des bras morts de la vie internationale. Et c'est ce qui risque d'arriver à l'ONU si ça dépendra beaucoup des prochaines années. Ça dépendra du prochain secrétaire général. Ça dépendra aussi, à mon sens, beaucoup de la Chine. Parce que je fais une grande différence entre la Chine et la Russie de ce point de vue.
Je pense qu'aujourd'hui, l'influence internationale de la Russie, c'est sa capacité surtout d'être disruptive, de créer des problèmes, de devenir incontournable parce qu'autrement elle crée des problèmes. La Chine est dans une position très différente. C'est une grande puissance économique intégrée dans l'économie mondiale qui a besoin d'un monde, prévisible et donc elle préfère, à mon sens, un monde avec des règles à un monde sans règles, la Chine. Et c'est pour ça que pendant un temps, elle a investi dans l'ONU. Parmi les 5 membres permanents, elle, contribue, je pense, je n'ai pas vu les dernières statistiques, mais je pense qu'elle est encore, le membre permanent qui contribue le plus grand nombre de casques bleus. Et donc la Chine a un intérêt à ce que l'ONU fonctionne à peu près. Alors la Chine a une conception quelquefois à géométrie variable du droit international. Je ne suis pas naïf. On voit bien quand on parle de la, mer de Chine du Sud, la Chine n'est pas exactement, respectueuse du droit international. Mais elle a besoin d'un monde prévisible, elle a besoin d'un monde de règles et donc je pense que la Chine ne souhaite, préférerait que l'ONU continue d'exister. Il y a une autre raison à cela aussi, c'est que l'ONU, au fond, ce qui a fait le succès de l'ONU pendant des décennies, c'est que l'ONU a accompagné le mouvement de décolonisation. Et donc, l'immense majorité et beaucoup de pays de la planète font une dette à l'égard de l'ONU et sont attachés à l'ONU. Le mouvement des non-alignés, même si aujourd'hui c'est un peu une coquille vide, mais enfin, il y a des dizaines de pays dans le monde qui sont attachés à l'ONU. Et la Chine tient à son image dans ce qu'on appelait le tiers-monde, dans le monde en développement. Et si elle apparaissait comme lâchant complètement l'ONU, ce serait pas un bon signal qu'elle enverrait. Donc moi, mon espoir, qui est peut-être l'espoir d'un naïf utopiste, c'est que les Européens, d'une part, parce que les Européens, l'ADN des Européens, c'est quand même, la règle de droit. C'est ce qui fait la construction européenne. Que les Européens et les Chinois, sur un certain nombre de sujets, arrivent à s'entendre. Le grand obstacle à cela, c'est évidemment que la Chine, alors pour toute une série de raisons, ne peut pas se fâcher avec la Russie. Et que la Chine aide, on le sait bien, la Russie en Ukraine. Et évidemment, pour les Européens, à juste titre, l'Ukraine est une question fondamentale. Et donc, ça crée, en dehors même des pratiques commerciales de la Chine, ça crée sur le sujet clé de l'ONU, qui est quand même le sujet de la paix et de la sécurité, ça crée un obstacle, très important. Je pense qu'il y a un certain nombre de Chinois qui le voient et qui voudraient que la Chine, heu, ajuste un peu, sa politique. La Chine ne rompra jamais avec la Russie, ça c'est une illusion de le penser, mais elle pourrait prendre peut-être un peu plus ses distances et je pense que la Chine souhaite d'ailleurs que la guerre d'Ukraine se termine, le plus vite possible. On entend beaucoup ces dernières années qu'un monde fondé sur des règles et que le monde basé sur l'ordre libéral international a également disparu. Est-ce qu'il faut mettre ça en lien avec la marginalisation de l'ONU? Est-ce que c'est à la fois une cause et un symptôme de la marginalisation de l'ONU? C'est les 2 et franchement, c'est-à-dire que, bien sûr, si on ne s'intéresse plus aux règles, pourquoi avoir une institution, qui est la gardienne des règles? C'est extraordinaire à vrai dire que et ça c'est quelque chose où on doit rendre hommage aux États-Unis, qu'en 1945, qui était le vrai moment unipolaire dans l'histoire du monde, les États-Unis avaient le monopole de l'arme nucléaire, ils étaient les créanciers du monde entier. Je crois que la production, américaine, le PNB américain, c'était pratiquement la moitié du PNB global. Parce que l'Europe était en ruine, enfin, la Chine n'avait pas décollé, et cetera. Donc les États-Unis étaient vraiment la puissance archi-dominante et néanmoins, ils ont créé une institution où ils se sont donné une position privilégiée, bien sûr, mais qui quand même les contraignait un peu. Je trouve que c'est un acte absolument, remarquable. Aujourd'hui, on a des États-Unis qui s'acharnent contre les règles et contre les institutions, qu'ils ont créées.
Donc c'est un renversement complet Oui, par rapport à 1945. ce que vous expliquez dans votre article, c'est qu'il y a une vraie rupture avec Trump. Certains en débattent, mais vous expliquez si, il y a une rupture, notamment parce que Trump perçoit les relations internationales comme un jeu à somme nulle. Donc on est très loin de la posture de 1945 que vous décriviez juste à l'instant. Comment vous expliquez cette rupture? Je pense que ça tient à un certain nombre de facteurs. Il y a des facteurs personnels, franchement, qui sont ce qui est l'équation de Trump. C'est-à-dire que bon, Trump, c'est un promoteur immobilier qui va de deal en deal. Et donc l'idée de relations de long terme avec des clients, ce qui existe dans d'autres dans d'autres types de business, c'est pas, c'est pas sa mentalité. Lui, c'est de faire le maximum de profit sur chaque deal. Je crois que c'est le fond de sa position. Et donc je crois qu'il faut bien voir cela. Je pense que c'est contraire à l'intérêt des États-Unis parce que c'est justement au moment où les États-Unis sont de moins en moins, restent une puissance considérable, mais où leur domination est loin d'être aussi écrasante qu'elle le fut dans le passé. Et les États-Unis ont tout intérêt, me semble-t-il, à avoir des institutions qui contraignent un peu la puissance, notamment la puissance chinoise. Et donc d'aller vers un monde qui est une succession de deals, je pense que ça ne correspond absolument à aucun intérêt américain. Mais dans l'histoire des États-Unis, il y a toujours eu des tendances un peu contradictoires. Et donc je pense que la rupture qu'on observe actuellement est la combinaison de l'équation personnelle de Trump et d'une méfiance ancienne des États-Unis vis-à-vis de toute structure qui pourrait les contraindre. C'est comme ça que les États-Unis ont refusé de rentrer dans la Société des Nations, qu'ils disaient que le président Wilson avait voulu créer, il était à l'origine même de l'idée. Ça n'a pas été la même chose en 1945 pour les raisons que j'évoquais. Mais d'une certaine manière, c'était peut-être l'exception par rapport à une tradition américaine qui est une tradition d'exceptionnalisme plutôt que Et de... on l'a vu plus récemment aussi avec le statut de Rome, pour ce Ouais. pénal international qui n'a pas été ratifié par les États-Unis. On avait fait un épisode du podcast sur ce sujet. On le voit sur le droit de la mer, où évidemment les États-Unis sont bien ennuyés maintenant que la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz soit menacée. En même temps, ils n'ont pas, ils sont pas dans la convention de Montego Bay, dans la convention qui régit le droit de la mer. Et donc ils sont un peu mal placés pour s'en faire les défenseurs. En lisant votre article paru dans le numéro anniversaire de Politique étrangère, j'ai pensé à deux pièges qui sont souvent évoqués ces dernières années dans le domaine des relations internationales. Le premier, c'est le piège de Thucydide, et le deuxième, c'est le piège de Kindleberger. Donc le piège de Thucydide fait référence à ces périodes où il y a une puissance dominante qui décline et la puissance montante est vue comme une menace existentielle, et donc ça conduit au conflit. En l'occurrence, on pense évidemment au conflit entre la Chine et les États-Unis potentiellement. Et le second piège, donc celui de Kindleberger, fait référence à une situation où la puissance hégémonique n'est plus capable de fournir les biens publics mondiaux. Comment, compte tenu donc de ce que vous écrivez dans votre texte pour Politique étrangère, peut-on éviter aujourd'hui de tomber dans ces deux pièges? Oui, le piège de Thucydide, qui a été remis à la mode par Graham Allison en évoquant la montée de la Chine comme ce qui inquiète les États-Unis. Je pense qu'effectivement, je crois que c'est Gorbatchev qui a dit, quand la guerre froide s'est terminée: «On va vous priver d'ennemis». Et donc, pour les États-Unis, qui ont toujours besoin d'un flambeau à porter, la Chine est devenue la nouvelle obsession, et on voit bien que c'est peut-être le seul sujet, un des rares sujets, en tous les cas aux États-Unis, où il y a une sorte de consensus, bipartisan, parce que républicains comme démocrates sont très inquiets du développement de la Chine, et c'est une des justifications de la montée en puissance militaire incroyable des États-Unis aujourd'hui, qui ont déjà un budget totalement gigantesque par rapport
au reste de la planète et qui veulent encore l'augmenter massivement. Donc je crois que là, il y a une sorte de réflexe qui traduit peut-être certaines fragilités en réalité de la société américaine, qui a aucun président américain ne peut utiliser un autre mot que le mot leadership. C'est ne pas parler du leadership américain aux États-Unis, c'est être défaitiste. Et donc quand ce leadership paraît moins certain, ça crée véritablement une angoisse. Est-ce que ça conduit véritablement à la guerre? Alors les spécialistes de la Grèce ancienne diront que même dans le cas justement entre la Grèce et Sparte, finalement il y avait eu une affaire, c'est Corinthe, je crois, qui a déclenché les choses. Donc il faudrait que les Chinois, disons, mettent la main sur Taïwan. Oui, ça c'est pas exactement le piège de Thucydide, c'est une action de la puissance montante qui briserait, disons, le consensus international. Moi, je pense qu'il y a une grande différence entre la période de Thucydide et la nôtre, c'est l'arme nucléaire, et que malgré tout, les deux puissances se regardent avec précaution, qu'il y a une compétition acharnée, notamment sur l'intelligence artificielle, mais que je ne vois pas du tout la guerre comme un horizon inévitable entre la Chine et les États-Unis. Le piège de Kindleberger, d'une certaine manière, je pense que c'est la question la plus intéressante, parce qu'au fond, on a vécu pendant toutes ces années, en particulier depuis la fin de la guerre froide, avec une sorte de gendarme implicite du monde, dont quelquefois on pouvait se plaindre, parce que ce gendarme n'était pas toujours d'une impartialité irréprochable, loin de là. Ce gendarme abusait de son pouvoir. Enfin, n'idéalisons pas le Liberal International d'hier, mais malgré tout, il y avait quand même un sens il y avait des limites, et l'hypocrisie est l'hommage du vice à la vertu, enfin je le dis dans mon article. Il y avait l'idée que les États-Unis étaient quand même un gardien d'un certain nombre de règles, même si de temps en temps ils les violaient quand elles gênaient leur politique. Aujourd'hui, on voit que les États-Unis s'attaquent à ces règles et que la Chine n'a pas envie de jouer le rôle des États-Unis. La Chine, au contraire, tient beaucoup à dire chacun doit jouer son propre jeu. Alors la Chine, elle a envie d'un monde de règles, mais elle n'a pas envie d'en être le gardien. Et donc la question vraiment inquiétante pour le monde de demain, c'est s'il n'y a pas un gardien des règles, comment est-ce que les règles vont être maintenues? Et c'est là que je reviens à ce que je disais tout à l'heure. C'est là que je crois que les Chinois, les Européens, qui ont les uns comme les autres intérêt aux règles, doivent quand même réfléchir à la façon dont ils peuvent de temps en temps se concerter pour essayer de maintenir un certain ordre. Parce que s'il n'y a personne pour le faire, je pense que le dysfonctionnement qu'on observe au niveau central, cette logique de la force qu'on voit pratiquée par Trump, qu'on voit pratiquée par Netanyahou, qu'on voit pratiquée par des terroristes qui essayent de terroriser, cette logique de la force, elle va se généraliser. Parce que ce ne sera plus seulement le problème de quelques grandes puissances. Vous voyez au niveau régional, comment des puissances régionales de plus en plus agissent avec une grande brutalité. La manière dont le Rwanda a repris l'initiative sur l'est du Congo, la manière dont les Émirats arabes unis sur la Libye se battent s'opposent à la Turquie, la manière dont la Corne de l'Afrique est devenue un champ de rivalité entre puissances régionales. On voit bien qu'il n'y a plus personne pour remettre à l'ordre. Parce que les États-Unis ne sont pas prêts à le faire, et au plus, c'est un monde non idéologique. Dans le monde de la guerre froide, l'Égypte a basculé dans le camp occidental à un moment, c'était un grand choc. Aujourd'hui,
vous pouvez être multicarte. Enfin, les Indiens ont cette formule magnifique du multi-alignement, qui est une façon élégante de parler d'opportunisme. Donc vous pouvez vous allier aux uns sur un sujet, aux autres sur un autre, et ça crée un monde très fluide, mais ça crée un monde où tous les coups sont permis d'une certaine manière. Et je pense que ça, c'est quand même un monde assez dangereux, et je ne vois pas quel est le gardien qui va essayer de limiter le périmètre de ce qui est permis, si les États-Unis ne s'y intéressent plus. Alors, j'aimerais revenir brièvement sur ce que vous avez dit sur le leadership américain, en expliquant que c'était très important aux États-Unis de se présenter comme leader. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de très paradoxal là, dans la posture de Donald Trump, qui antagonise ses alliés, qui menace d'actions unilatérales violentes? C'est pas comme ça qu'on est un leader respecté par les autres. On devient honni. Certainement pas, et là, on voit bien, et on l'a bien vu même dans le conflit avec l'Iran, l'Europe, c'est un gigantesque porte-avions pour les États-Unis. Les États-Unis, ils ont des porte-avions, les bateaux, mais l'Europe est un formidable relais de puissance. Et une politique bien pensée admettrait que les Européens ne soient pas toujours les esclaves des Américains, mais comprendrait que d'avoir l'Europe avec soi, c'est un atout formidable. Dans la question qui préoccupe tant les Américains de la Chine, où il y a un aspect évidemment décisif économique, si les Européens et les Américains ont des positions voisines sur la Chine, ça fait une masse critique formidable. Si ce n'est pas le cas, si les Européens, à force d'être insultés, se disent « on va jouer notre jeu avec la Chine » parce qu'on n'a pas exactement les mêmes intérêts que les Américains, ça fait longtemps qu'on n'est plus numéro un, donc on est davantage préparé à l'idée de travailler avec les Chinois, accepter qu'ils soient numéro un sur certains sujets, ça affaiblit la capacité américaine. Donc les Américains se tirent une balle dans le pied avec la politique de Trump, à mon avis, de façon catastrophique pour les États-Unis. Ils s'affaiblissent, ils accélèrent, et je pense que les Chinois regardent ça avec une certaine délectation. Alors Trump, c'est aussi une forme de nationalisme, évidemment, et vous consacrez une partie de votre article à la montée du nationalisme. Et en même temps, vous distinguez le nationalisme d'aujourd'hui des nationalismes du passé. Est-ce que vous pourriez nous expliquer cela, s'il vous plaît? Oui, je suis très frappé, là. Je lisais récemment des articles dans Le Monde sur les soldats russes, et aussi sur les soldats ukrainiens d'ailleurs. Quand on pense au récit qu'on a lu de la guerre de 14, l'immense boucherie, mais au début au moins, les soldats sont partis la fleur à la boutonnière. Il y avait un enthousiasme collectif considérable. Aujourd'hui, on voit bien que c'est plus du tout le cas. Il y a un nationalisme identitaire, mais pas un nationalisme de l'effort collectif. C'est une grande différence. Donc on voit que Poutine, il n'ose pas mobiliser, décréter une mobilisation générale, parce qu'il sait que ça serait très impopulaire. Il verse de grosses indemnités aux familles qui ont perdu un des leurs, au point que ça devient maintenant un problème macroéconomique en Russie, parce qu'il y a eu beaucoup de pertes et que les indemnités sont conséquentes. On voit que l'Ukraine a du mal aussi à recruter, à garder ses soldats. Je pense qu'on a des nationalismes de l'identité, mais beaucoup moins des nationalismes du projet collectif. Et ça, c'est une grande différence. Ce sont des nationalismes, au fond, qui traduisent une fragilité plus qu'une confiance en soi. Je crois que les nationalismes de la fin du 19e et du début du 20e siècle étaient des nationalismes naturellement expansionnistes. C'est la grande période d'expansion coloniale, avec l'idée qu'on apportait, la France, la mission civilisatrice, etc., qu'on apporte la lumière au monde, des nationalismes avec un fond d'idéologie par rapport à ce qu'on est.
Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas, ce sont des nationalismes rétrospectifs. Le slogan de Make America Great Again, faites l'Amérique grand, rendez l'Amérique grande de nouveau. Le mot important, c'est de nouveau. C'est-à-dire, c'est des nationalismes de la nostalgie. C'est pas des nationalismes de l'espérance que le meilleur est à venir demain. C'est d'ailleurs très différent des nationalismes même, si on pense à l'époque récente de Reagan, qui était un nationalisme ensoleillé, si je puis dire, qui insistait sur la positivité des États-Unis. Trump, il peint une image, très sombre, de l'avenir et donc il faut revenir à l'Amérique idéale des années 50 où les blancs dominaient, où il y avait où l'Amé enfin c'est rétrospectif et quand vous voyez en Europe la peur du grand remplacement, enfin, on est là aussi, on est dans la nostalgie, on recherche le monde d'hier, on n'a pas c'est pas du tout le nationalisme de dire: «On va conquérir le monde» avec ce que ça avait d'impérialiste et de colonialiste et tout ce je ne suis pas en train de célébrer les nationalismes d'hier, mais de marquer une profonde différence, à mon avis, par rapport à l'état d'esprit qu'on trouve aujourd'hui. C'était aussi une période où certaines nations étaient, en train de se constituer. Donc il y avait aussi un nationalisme, j'allais dire constitutif, c'est pas sans doute pas le bon terme. Oui, alors là, on peut dire peut-être l'Ukraine, c'est un peu, bon, chaque situation est particulière. C'est un peu peut-être ce qui se passe. Avant les Ukrainiens, il y a une identité ukrainienne, mais il est certain que la guerre l'a consolidée d'une façon, absolument décisive. Mais quand vous voyez par exemple, pour prendre un autre exemple, l'Inde, heu, c'est très intéressant de voir comment Modi, s'appuie sur, l'hindouisme, qui exclut quand même 200 millions de musulmans. Donc vous avez des nationalismes identitaires qui se cherchent un chemin et qui quelquefois ont une béquille qui est une béquille, religieuse dans le cas de Modi. À la fin de votre article pour Politique étrangère, vous faites le lien entre le passé, ce nationalisme rétrospectif, on va dire, le présent avec l'affaiblissement du multilatéralisme et puis la marginalisation des Nations Unies dont on a parlé au début de notre entretien, et puis le futur avec la révolution technologique qui va nous conduire on ne sait où. Que produit ce mix entre affaiblissement du multilatéralisme, montée du nationalisme et révolution technologique? On pourrait écrire de livres là-dessus. Enfin, j'en ai écrit un qui est simplement un tout début de réponse, le premier du 21e siècle, et je me rends compte, j'écris en anglais peut-être une sorte d'adaptation de ce livre. Je me rends compte à quel point ça bouge vite, et donc la question que vous posez, elle est extrêmement difficile parce qu'elle pose notamment la question de la concentration ou de la dissémination du pouvoir. C'est-à-dire que, est-ce que l'intelligence artificielle va être un formidable accélérateur de concentration du pouvoir et de richesse? Ou est-ce qu'elle va se disséminer pour le bien ou pour le mal? Aujourd'hui, on voit bien que les modèles, de artificial general intelligence qui sont fondés sur le traitement de gigantesques quantités de données et pour le traitement de ces données de gigantesques quantités de puissance de calcul, avec des composants de plus en plus avancés. La quantité des données à traiter avec les data centers, la puissance de calcul à mobiliser, les chips qui coûtent des fortunes et qui ne sont pas des investissements durables. D'ailleurs, c'est un des sujets intéressants quand on parle de l'immobilisation en capital, c'est que quand vous créez une usine traditionnelle, les machines, elles ne s'usent pas en 3 ans. Des centres de calcul pour traiter les données, plus on les fait tourner, les composants s'usent et il faut les remplacer. Donc il y a des coûts qui sont récurrents, ce qui est une très grande différence avec l'industrialisation classique. Mais quand on voit donc cet aspect de l'évolution technologique, on peut penser à une immense concentration du pouvoir parce que pour avoir les milliards et les dizaines de milliards nécessaires, pour faire ces investissements, bon, c'est à la portée d'une poignée d'entreprises et de gouvernements, dans le monde. Les États-Unis, la Chine essentiellement et il y a quelques grandes entreprises qui sont dans ces 2 pays.
Ça, c'est une interprétation possible. Il y a d'autres observateurs qui vous disent non, d'abord, il y a une multitude de modèles d'intelligence artificielle. L'idée que le gigantisme dans l'intelligence artificielle est la voie de l'avenir n'est pas du tout garantie. Il y a des intelligences artificielles spécialisées pour regarder des patterns, reconnaître des patterns dans un domaine, dans un domaine bien particulier, par exemple la santé, où on voit bien que l'intelligence artificielle peut apporter d'énormes avancées. On voit bien que en choisissant ces données, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour aider à la meilleure gestion d'une société, mais en fonction de buts, disons, décidés d'une façon distribuée. Audrey Tang, qui a été la ministre de la digitalisation de Taïwan et qui est maintenant à Oxford, explique ça très bien. Et donc, elle parle d'un autre modèle d'intelligence artificielle. Et donc, on voit bien qu'à côté du gigantisme, il y a peut-être d'autres voies possibles. Et puis, il y a aussi alors une autre question, c'est est-ce que les avancées que permet l'intelligence artificielle, notamment dans la chose militaire, est-ce que ça va être un égalisateur ou est-ce que ça va au contraire accroître les écarts entre les puissances les plus avancées et les autres? Ça non plus, on ne le sait pas. Est-ce que ça va être quelque chose qui va être dont des acteurs non étatiques vont s'emparer? Donc là, moi, je me garderais de faire un pronostic définitif parce que je vois une série d'axes possibles, d'avenirs possibles et que je n'en sais pas assez. Et je crois qu'à vrai dire, personne n'en sait assez pour dire aujourd'hui ce que sera son impact. Ce qu'on sait, c'est que le monde dans 5 ans, et je ne dis pas dans 10 ans, même dans 5 ans, sera déjà assez profondément différent du monde d'aujourd'hui. Et donc cette imprévisibilité, elle est d'une certaine manière assez excitante, mais aussi assez terrifiante. Pour terminer, essayons de réfléchir à la place de l'Europe dans ce monde assombri que vous décrivez. L'Europe est-elle aussi, comme l'ONU que vous nous décriviez tout à l'heure, vouée à une forme de marginalisation, ou est-ce qu'il peut y avoir un réveil de l'Europe? Moi, je pense que l'Europe, j'ai été toute ma vie un fervent européen, parce que je pense que si on veut exister dans ce monde, on ne peut exister qu'au niveau de l'Europe, ce qui ne veut pas dire la dilution des nations, mais ce qui veut dire le pooling of sovereignty, comment on dit, enfin, ce qui veut dire que les nations européennes se rassemblent pour peser face à la Chine ou aux États-Unis. Alors, est-ce qu'elles vont le faire ou non? Je crois qu'aujourd'hui, l'Europe, elle est assiégée parce qu'on voit bien que Trump, pour des raisons en partie très pratiques, parce qu'il voit bien que justement, c'est beaucoup plus facile de dominer l'Europe si l'Europe s'émiette, si l'Europe est fracturée. La Russie, pour les mêmes raisons, la Chine pour on a trois puissances qui voient bien qu'une Europe qui se rassemble est une Europe qui peut les gêner. Et donc d'avoir 3 ennemis qui ont chacun leur forme de puissance, enfin, chez les Russes, ça n'est que la puissance militaire, et puis la puissance de désinformation, il y a de quoi être inquiet, parce que ça fait quand même beaucoup d'adversaires de l'Europe. En même temps, je pense qu'il y a une prise de conscience quand même en Europe que justement, si on veut préserver ce qui fait la spécificité de l'Europe, il faut faire évoluer l'Europe dans ses institutions, dans sa défense. Il faut la rendre, je n'ose pas dire un mot qui fait peur aux politiques, plus fédérale, mais enfin, il faut que sur un certain nombre de décisions, on n'ait pas besoin de l'unanimité, parce qu'autrement, on ne s'en sortira pas, parce qu'on ne travaillera pas au rythme auquel le monde change. Je crois que sur un certain nombre de sujets, on voit bien quelles sont les solutions. Il y a eu d'excellents rapports de l'État, de Draghi. On voit bien ce qu'il faut faire pour sortir l'Europe de sa semi-léthargie économique, créer un vrai marché financier européen. Ce qui manque, ce sont les leaders pour le faire. C'est-à-dire que quand on regarde Merz, quand on regarde Macron, ils ne veulent pas prendre beaucoup de risques politiques sur l'Europe. Et puis en plus, dans le cas de Macron, il est en fin de
en fin de parcours. Et il y a d'autres leaders politiques qui sont carrément hostiles à ces avancées. Donc il y a de quoi être inquiet. En même temps, je pense que les opinions publiques sont en train d'évoluer. Je trouve à cet égard que la manière dont l'Italie nationaliste de Meloni a évolué est intéressante, parce que Meloni, nationaliste italienne, se rend bien compte quand même que pour l'Italie existe, elle a besoin de l'Europe. Et donc, ce que j'espère, c'est que les nationalistes nationaux, si je puis dire, vont comprendre qu'une petite dose de patriotisme européen ne ferait pas de mal. Mais ça n'ira sûrement pas dans le sens de la fédération. Peut-être dans celui de la confédération. Oui, non, absolument. Fédération, le mot est trop fort. Parce que, et moi, je suis le premier attaché à ce qu'il y ait une France qui garde son identité, sa spécificité. Mais je pense que sur certains sujets, il faut accepter de travailler ensemble. On voit les grandes réussites européennes, ce sont quand même des projets collectifs. Airbus, les Européens, les Français sont fiers d'Airbus. Ils n'ont pas l'impression que la France a disparu avec Airbus. C'est une vitrine aussi de la France, Airbus. Les Européens, finalement, sont contents d'avoir l'euro. Ils se rendent compte que c'est bien commode. Ce dont ils ne se rendent pas tout à fait compte, c'est que l'Europe, c'est aussi un certain nombre de valeurs. Je pense que ça, c'est une question difficile. Parce que si l'Europe, c'est simplement un mode de vie, je sais qu'à un moment, il y a eu un commissaire européen pour le mode de vie européen, qui était, je crois, une manière au fond polie de dire c'est pour lutter contre l'immigration, mais on n'osait pas le dire de façon trop brutale. Si l'Europe n'est que l'Europe du mode de vie, ça ne suffit pas. Il faut que l'Europe trouve quelque chose de plus profond que cela. Et je pense que c'est l'Europe d'une certaine vision démocratique du monde, une certaine vision des droits de l'homme, mais qui est une vision qui elle-même doit évoluer. Parce qu'on voit bien que la démocratie est en crise partout, en Europe comme aux États-Unis, parce que l'équilibre entre l'expertise, la légitimité du vote, la légitimité du peuple en dehors des élites politiques, l'équilibre entre ces différents types de légitimité est à réinventer. Pendant le Covid, on a été assez exaspérés par la manière dont les médecins prétendaient, enfin ils avaient leur mot à dire, parce que qui mieux que les médecins pouvait dire les risques d'épidémie que telle ou telle pratique, enfin d'expansion de la pandémie, que telle ou telle pratique engendrait. Mais en même temps, les médecins, ils ne sont pas les mieux qualifiés pour dire quel est le risque éducatif si on prive les enfants d'école, quel est le risque social si les entreprises s'arrêtent de tourner. Au fond, il y a une question qui est une question presque éthique sur le degré de risque qu'une société est prête à prendre. Pour paraphraser Clémenceau, on pourrait dire que la pandémie est une chose bien trop sérieuse pour être confiée aux médecins. Absolument. Absolument. Mais alors, une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'elle est confiée simplement aux représentants du peuple? Comment est-ce qu'on trouve l'équilibre entre l'expertise, qu'il ne faut pas ignorer, les représentants du peuple, qui représentent l'équilibre des intérêts, parce qu'il y a des intérêts en jeu dans la gestion d'une pandémie, et puis la population dans sa généralité, où on peut avoir du tirage au sort, où on peut avoir des assemblées citoyennes qui ont un rôle à jouer. Ça, je pense, ce sont des questions auxquelles on réfléchit en Europe, auxquelles on réfléchit davantage en Europe que dans aucun autre continent, et qui sont les questions de l'avenir. Et sur ces sujets, d'ailleurs, certaines manières de développer l'intelligence artificielle, je reviens à Audrey Tang, peuvent nous aider. Et je pense que l'Europe, ça peut être ce laboratoire où s'inventent de nouvelles formes de démocratie demain. Mais il faut convaincre les Européens qu'ils ont quelque chose de très précieux, qui est beaucoup plus que leur mode de vie, à protéger. Je ne vois pas se développer ça aux États-Unis aujourd'hui, qui est quand même beaucoup trop dominé par la puissance de l'argent. Je ne le vois pas se développer dans un régime autoritaire comme la Chine. Je pense que les Européens
n'ont pas assez confiance en eux-mêmes, n'ont pas assez confiance dans la richesse, pas seulement la richesse économique, mais la richesse intellectuelle, historique qu'ils représentent, et que c'est ça qui est l'enjeu aujourd'hui. Mais il leur faut des leaders qui les mobilisent pour ça. Et aujourd'hui, on n'a pas Delors, on n'a pas Kohl, on n'a pas Mitterrand. Alors évidemment, je suis de ma génération, mais je pense quand même être dans la vérité quand je vois s'il n'y a pas un message qui est porté de façon collective assez forte. Dans ce monde assombri, la lumière viendra donc peut-être de l'Europe. On va terminer sur une note positive, ce qui n'arrive pas à chaque fois dans ce podcast. Donc pour une fois, on a vraiment une note d'espoir qui arrive à la fin. Jean-Marie Guéhenno, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Chers auditeurs, je vous recommande vivement de lire son article intitulé « Réflexions sur l'assombrissement du monde » paru dans le numéro anniversaire de la revue Politique étrangère. Par ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner au Monde selon l'IFRI sur votre plateforme préférée et à suivre l'Institut français des relations internationales sur les réseaux sociaux. L'IFRI est une fondation reconnue d'utilité publique dont le fonctionnement dépend du mécénat. Votre soutien est essentiel pour permettre aux chercheurs de continuer à produire des analyses de qualité. Pour vous informer sur les modalités de dons, rendez-vous sur notre site www.ifri.org. Merci d'avance pour votre soutien et à bientôt pour un prochain épisode.